Elle s'était cachée dans la grotte que tous évitaient par peur, jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur la fasse tomber à genoux, en larmes. Pouvez-vous imaginer une mère veuve avec 3 enfants affamés, contrainte de se réfugier dans un lieu maudit pour survivre? Cela semble impossible, mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne normande en 1890. Ce que cette femme a découvert dans cette grotte a changé non seulement son destin, mais celui de toute une communauté. Le soleil était à peine levé lorsque Manon ouvrit les yeux en ce matin glacial de juin 1890. Le froid mordant de l'hiver normand, un froid humide et pénétrant, s'infiltrait par les moindres fentes de la modeste chaumière où elle vivait avec son mari et leurs 3 enfants. Les murs entorchis et le toit de chaume offraient un abri précaire contre les éléments. Elle se retourna dans le lit, un simple paillasse posé sur un cadre en bois, espérant instinctivement trouver la chaleur du corps de Stéphane à ses côtés, mais le lit était vide, le drap froid à sa place. Ce n'était pas inhabituel. Son mari se levait toujours avant l'aube pour commencer le travail harassant au champ du domaine du colonel Auguste Dubois, le propriétaire terrien le plus puissant de la région. Manon avait 32 ans, mais en paraissait 10 de plus. La vie rude à la campagne, les 3 accouchements difficiles, le labeur incessant dans les champs et à la maison avaient creusé son visage de rides précoces. Ses cheveux noirs, autrefois brillants, étaient parsemés de quelques fils d'argent, et ses mains calleuses, aux ongles usés, racontaient l'histoire d'une femme qui connaissait intimement la signification du mot sacrifice. Elle se leva lentement, ses articulations protestant contre le froid, veillant à ne pas réveiller les enfants qui dormaient entassés les uns contre les autres dans l'unique autre pièce de la chaumière, un espace exigu qui servait à la fois de cuisine et de salle de vie. Lucas, l'aîné, avait 9 ans et aidait déjà son père au champ quand le travail l'exigeait. Léa, avec ses 6 ans, était la prunelle des yeux de Stéphane, une petite fille au sourire timide. Et Tom, le cadet, âgé de seulement 2 ans, tétait encore le sein de sa mère. Manon raviva les braises dans l'âtre et y plaça une marmite d'eau. Elle allait préparer le café pour le retour de Stéphane, mais quelque chose ce matin-là était différent. Il y avait un silence pesant dans l'air, une sensation oppressante qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Les femmes comme Manon, qui vivaient au rythme de la terre et des cycles de la nature, développaient une sorte de 6e sens, une intuition affûtée par l'observation et la nécessité. Et cette sensation d'étau autour de son cœur n'augurait rien de bon. C'est alors qu'elle entendit le bruit de sabots se rapprochant. Il était bien trop tôt pour des visiteurs. Manon sortit sur le seuil de la chaumière, plissant les yeux face à la lumière blafarde. Elle vit 3 hommes à cheval. Elle reconnut immédiatement le contremaître du domaine, Philippe, un homme rude à la moustache épaisse et au regard perpétuellement méfiant. Il était accompagné de 2 ouvriers que Manon connaissait de vue. L'expression sur leur visage était sombre, fermée. Philippe descendit de cheval sans ménagement, retira son chapeau et le tint entre ses mains, un geste qui se voulait respectueux mais qui sonnait faux, comme une pièce mal répétée. « Manon, dit-il d'une voix grave, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre Stéphane a eu un accident au champ hier après-midi. » Manon sentit ses jambes flageoler. « Où est-il » demanda-t-elle, sa voix un tremblement à peine audible. « Je veux le voir. » Philippe baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé, Manon. Stéphane n'a pas survécu. Un arbre que nous abattions lui est tombé dessus. Ça a été rapide. Il n'a pas souffert. » Le monde de Manon s'effondra à cet instant. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Non, » murmura-t-elle, secouant la tête dans un déni désespéré. « Ce n'est pas possible. Où est mon mari ? Je dois voir mon mari. » Les hommes expliquèrent que le corps de Stéphane avait déjà été transporté à la chapelle du domaine. L'enterrement aurait lieu l'après-midi même. C'était la coutume dans la région d'enterrer les morts rapidement, surtout en hiver, quand les maladies se propageaient vite. Manon rentra en titubant dans la chaumière. Les enfants, réveillés par le bruit, la regardaient, effrayés par l'aura de détresse qui émanait d'elle. Lucas, l'aîné, comprit immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. « Maman, qu'y a-t-il » demanda-t-il. Manon tomba à genoux sur le sol en terre battue et se mit à pleurer. Ses sanglots étaient profonds, rauques, venant d'un lieu de douleur si intense qu'il semblait lui déchirer l'âme. Les enfants se précipitèrent vers elle. Léa se mit à pleurer aussi, sans comprendre vraiment pourquoi, mais par mimétisme face à la douleur de sa mère. Et le petit homme s'agrippa aux jupes de Manon, son petit visage plissé par l'inquiétude. L'enterrement de Stéphane fut simple et rapide,
comme il était d'usage pour les pauvres. Le père Henri, le curé du village, un homme déjà âgé aux cheveux entièrement blancs, dirigea la cérémonie dans la petite chapelle du domaine. Peu de gens étaient présents. Quelques ouvriers qui connaissaient Stéphane, le contremaître Philippe, représentant le colonel Auguste qui n'avait pas daigné se déplacer, et quelques femmes du voisinage venues plus par curiosité morbide que par solidarité. Manon était comme anesthésiée par le chagrin. Elle tenait Tom dans ses bras tandis que Lucas et Léa s'accrochaient à ses jupes. Elle fixait le cercueil simple, fait de planches de bois brut, incapable de croire que là, à l'intérieur, reposait l'homme qui dormait à ses côtés chaque nuit, le père de ses enfants, sa seule protection dans ce monde cruel. Que allait-elle devenir maintenant? Comment allait-elle nourrir 3 enfants seuls? Après l'enterrement, Manon retourna à la chaumière avec les enfants. La réalité commença à peser sur ses épaules comme un fardeau impossible à porter. Elle et Stéphane vivaient comme métayers sur le domaine du colonel Auguste. Ils travaillaient la terre et partageaient la récolte avec le propriétaire. Mais Manon savait que cet arrangement reposait sur la force de travail d'un homme. Une veuve avec 3 jeunes enfants n'avait aucune utilité pour le colonel. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne l'expulse de cette terre. Et le temps arriva plus vite qu'elle ne l'imaginait. 3 jours après l'enterrement, alors que Manon était encore plongée dans son deuil, essayant de trouver la force de continuer pour ses enfants, Philippe réapparut. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené avec lui 2 hommes de main armés, des individus à la réputation sinistre qui faisaient le sale travail du colonel. Manon était devant la maison, tentant de laver quelques vêtements dans une bassine d'eau glacée, quand les hommes arrivèrent. Philippe ne descendit même pas de cheval. « Manon, dit-il d'un ton officiel et dénué de toute compassion. Le colonel Auguste m'envoie vous dire que vous avez 3 jours pour quitter cette maison. La terre est à lui et il a besoin d'un vrai travailleur ici. Prenez vos affaires et partez. » La colère monta dans la poitrine de Manon, une rage brûlante qui submergea momentanément son chagrin. « Comment ça, Philippe? Mon mari est mort en travaillant pour le colonel il y a à peine 3 jours. J'ai 3 jeunes enfants. Où voulez-vous que j'aille? » Philippe haussa les épaules avec indifférence. « Ce n'est pas mon problème, ni celui du colonel. Vous avez de la famille au village, n'est-ce pas? Allez vivre avec eux ou allez où bon vous semble. Mais dans 3 jours, je reviens, et je veux que cette maison soit vide. Si elle ne l'est pas, mes hommes vous en sortiront de force. » Lucas, qui se tenait à côté de sa mère, fit un pas en avant. Il n'avait que 9 ans, mais il avait déjà l'instinct protecteur d'un homme. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il. « C'est notre maison. » Philippe eut un rire cruel. « Ta maison, pauvre idiot. Rien ici n'est à vous. Tout appartient au colonel. Maintenant, dégagez, nous avons du travail. » Manon attira son fils en arrière. Elle ne pouvait croire à la cruauté de ces hommes, mais elle savait comment le monde fonctionnait. Les puissants faisaient ce qu'ils voulaient, les pauvres obéissaient ou en subissaient les conséquences. Elle n'avait pas le choix. Pendant ces 3 jours, Manon chercha désespérément une solution. Elle se rendit au village pour demander de l'aide. Sa famille était restreinte. Sa mère était morte en couche. Son père s'était remarié et était parti pour une autre région des années auparavant, elle avait perdu tout contact. Elle avait une tante éloignée qui vivait au village. Mais quand Manon frappa à sa porte, la femme fut claire et froide. « Manon, j'aimerais pouvoir t'aider, mais tu sais combien la vie est dure. J'ai à peine de quoi manger moi-même. Je ne peux pas nourrir 3 bouches de plus. Tu dois trouver du travail. Peut-être qu'une famille a besoin d'une cuisinière ou d'une lavandière. » Manon passa les jours suivants à frapper de porte en porte dans le village. Elle s'offrit pour travailler comme lavandière, cuisinière, tout ce qui était nécessaire, mais les portes se fermaient sur son visage. Certaines femmes la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Une veuve avec 3 jeunes enfants était considérée comme un fardeau. Personne ne voulait assumer cette responsabilité. Dans l'une des maisons, la propriétaire, une femme corpulente et arrogante, épouse d'un commerçant, toisa Manon de la tête aux pieds. « Et que comptez-vous faire de ces enfants pendant que vous travaillez ?» demanda-t-elle avec dédain. « Vous allez les amener dans ma maison pour qu'ils volent ou cassent mes affaires ?» Manon tenta d'expliquer. « Mon fils aîné peut s'occuper des 2 autres. Il est responsable. » La femme rit. « Un garçon de 9 ans qui s'occupe d'un bébé. Vous êtes folle.
Allez-vous-en. L'humiliation était constante. Manon sentait le poids du jugement dans chaque regard, dans chaque porte qui se fermait. C'était comme si elle était devenue invisible. Pire qu'invisible. C'était comme si elle était une tâche, quelque chose que les gens voulaient éviter de regarder directement. Au matin du 3e jour, Philippe revint comme il l'avait promis. Cette fois, il amena 5 hommes armés. Manon était devant la chaumière avec les quelques biens qu'elle possédait, noués dans 2 baluchons en tissu. Quelques vêtements, 2 vieilles marmites, une couverture déchirée. C'était tout ce qu'elle avait au monde, en plus de ses 3 enfants. « Je vois que vous avez compris le message », dit Philippe avec un sourire cruel. « Maintenant, partez. » Manon prit Tom dans ses bras, tint la main de Léa et fit signe à Lucas de prendre les baluchons. Ils marchèrent sur le chemin de terre qui menait au village. C'était le début de l'après-midi et le froid était intense. Manon ne savait pas où aller. Elle n'avait pas d'argent, pas de nourriture, pas d'abri. Arrivée au village, Manon s'assit sur les marches de l'église avec les enfants. Le père Henri sortait après la prière de l'après-midi quand il vit la famille. « Manon, que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Manon lui raconta tout. Le prêtre secoua la tête avec tristesse. « Ma fille, j'aimerais pouvoir aider, mais l'église n'a pas de ressources. J'ai seulement le petit presbytère où je vis. Il n'y a pas de place pour d'autres personnes. Mais je vais parler à quelques familles. Peut-être que quelqu'un pourra vous accueillir temporairement. » Temporairement. Ce mot sonna comme une sentence. Manon savait ce que cela signifiait. Personne ne voudrait d'une veuve avec 3 enfants de façon permanente. Elle ne serait qu'un problème de plus, passé de main en main jusqu'à ce que tout le monde se lasse d'elle. Cette nuit-là, une famille de laboureurs accepta de laisser Manon et les enfants dormir dans leur grange. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit. Manon remercia avec des larmes dans les yeux, installa les enfants au milieu du foin sec. Lucas ne se plaignit pas. Léa pleurait doucement de faim. Tom était agité et fiévreux. Manon passa la nuit blanche, à regarder ses enfants. Comment en était-elle arrivée là? Il y a 2 semaines, elle avait une maison, un mari, une vie simple mais digne. Maintenant, elle n'avait rien. Elle était moins que rien, un fardeau pour tous. Les jours suivants, la situation empira. La famille qui les avait accueillis fit clairement comprendre qu'ils ne pourraient pas rester plus de quelques jours. Manon continua à chercher du travail, mais sans succès. Le peu d'argent que Stéphane avait économisé, quelques pièces cachées dans une vieille boîte en fer, fut rapidement épuisé. Manon acheta du pain et du lait pour les enfants, mais elle savait que cela ne durerait pas. Lucas essayait d'aider. Il s'offrit pour travailler en échange de nourriture, mais à seulement 9 ans et avec sa constitution frêle, personne ne le prenait au sérieux. Léa, qui avait toujours été une fillette joyeuse et bavarde, était devenue silencieuse et triste. Et Tom était de plus en plus malade. La fièvre ne baissait pas et il commença à avoir une toux sèche qui inquiétait Manon. C'est alors que Manon entendit parler pour la première fois de la grotte des Lamentations. Elle était sur la place du village, essayant de gagner quelques sous en lavant du linge à la fontaine publique, quand 2 femmes conversaient près d'elle. « Tu as encore entendu ce bruit hier soir ?» demanda l'une d'elles. Ça venait de la grotte, des cris terribles. L'autre femme fit le signe de croix. Cet endroit est maudit. On dit que ce sont les âmes de ces pauvres gens réduits en servitude qui s'y sont cachés il y a des années. Ils sont tous morts de faim et de froid. Personne ne devrait s'approcher de cet endroit. Manon prêta attention. Elle connaissait l'histoire de la grotte. Elle se trouvait à environ 2 heures de marche du village, cachée au milieu de la forêt dense. Depuis des décennies, l'endroit avait mauvaise réputation. On disait qu'il était hanté, que quiconque y entrait n'en ressortait jamais, ou en sortait fou, ou disparaissait mystérieusement. C'est pourquoi tout le monde évitait cet endroit. Mais pour Manon, à ce moment de désespoir absolu, la grotte représentait autre chose. Elle représentait un abri, un lieu où personne ne les chercherait, un endroit où ils pourraient rester cachés jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis dans la grange, Manon prit une décision. Ils n'avaient plus nulle part où aller. La famille qui les accueillait avait été claire, le lendemain, ils devraient partir. Manon n'avait plus d'argent, plus d'espoir. La seule option qui lui restait était la grotte. Le lendemain matin, très tôt,
avant le lever du soleil, Manon réveilla les enfants. Lucas, Léa, Tom, réveillez-vous. Nous partons. Lucas ouvrit les yeux, encore somnole. Où allons-nous, maman? Manon évita de regarder son fils dans les yeux. Dans un endroit sûr. Nous allons rester cachés pendant quelque temps, jusqu'à ce que je trouve du travail. Ils prirent leurs quelques affaires et quittèrent le village avant que quiconque ne les voie. Manon ne voulait pas d'explication, pas de pitié, elle ne voulait plus rien de ces gens qui lui avaient tourné le dos. Le chemin jusqu'à la grotte fut difficile. Manon portait Tom dans ses bras, qui était de plus en plus chaud de fièvre. Léa se plaignait que ses pieds lui faisaient mal. Lucas, toujours fort, portait les baluchons sans se plaindre. Manon suivit les sentiers qu'elle connaissait depuis son enfance. Son père avait l'habitude de chasser dans cette région et elle l'accompagnait parfois. Elle se souvenait vaguement de l'emplacement de la grotte. Après presque 3 heures de marche, le soleil déjà haut dans le ciel, ils arrivèrent à une zone de forêt plus dense. L'air y était différent, plus lourd, plus froid. Il y avait un silence étrange, même les oiseaux ne chantaient pas. Manon sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Elle n'avait nulle part où retourner. L'entrée de la grotte était une fente dans la roche, couverte de végétation. Elle était partiellement cachée par des lianes et des buissons. Manon écarta la végétation et regarda à l'intérieur. L'obscurité était complète. Un air humide et froid en sortait comme une respiration. « Maman, j'ai peur », dit Léa en s'agrippant à la jupe de Manon. « Moi aussi, maman », ajouta Lucas d'une voix tremblante. Manon s'agenouilla devant ses enfants. « Je sais que vous avez peur. Moi aussi. Mais nous n'avons pas le choix. Ici, personne ne viendra nous déranger. Nous ne resterons que quelques jours, jusqu'à ce que je trouve du travail. Faites-moi confiance. » Ils entrèrent lentement dans la grotte. Manon avançait en premier, tâtant les parois de pierre humides. L'obscurité était oppressante. Lucas tenait le bas de la jupe de sa mère. Léa suivait de près, agrippée à la main de son frère. Le sol était irrégulier, couvert de pierres détachées et de flaques d'eau. Le son de leurs pas résonnait sinistrement contre les parois. Après avoir marché une vingtaine de mètres, Manon trouva une zone un peu plus large où le plafond était plus haut. Il y avait une petite ouverture au plafond, par où filtrait un faible rayon de lumière. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que l'obscurité totale. « Nous allons rester ici », dit Manon, en étendant la couverture déchirée sur le sol de pierre. Les enfants s'installèrent ensemble, tremblant de froid et de peur. Manon ouvrit le baluchon et prit le dernier morceau de pain qu'elle avait gardé. Elle le divisa en 3 et le donna à ses enfants. « Mangez lentement. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. » Cette première nuit dans la grotte fut la pire de leur vie. Le froid était intense. L'humidité pénétrait jusqu'aux os. Des bruits étranges venaient du fond de la grotte, des gouttes d'eau qui tombaient, des échos inexplicables, un son qui ressemblait à des gémissements lointains. Les enfants se blottirent contre Manon, tremblant de peur et de froid. Manon leur chantait doucement pour les calmer, mais sa propre voix tremblait. « Dors, mon petit, dors sans pleurer, maman est là, rien ne va te blesser. » C'était une berceuse que sa propre mère lui chantait. Maintenant, dans cet endroit sombre et effrayant, ces mots sonnaient creux. Manon n'était pas sûre de pouvoir protéger ses enfants. Elle n'était sûre de rien. Tom allait de plus en plus mal. La fièvre avait augmenté et il gémissait dans son sommeil. Manon le berçait contre sa poitrine, sentant son petit corps brûler. Elle devait trouver de l'eau, de la nourriture, une solution avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Manon laissa les enfants endormis et s'aventura plus profondément dans la grotte à la recherche d'eau. Elle emporta un bâton qu'elle avait trouvé et gratta les murs pour ne pas se perdre. La grotte était plus grande qu'elle ne l'imaginait. Il y avait plusieurs tunnels qui se ramifiaient dans différentes directions. Manon suivit le tunnel principal, toujours attentive au son de l'eau courante. Après avoir marché environ 10 minutes dans l'obscurité quasi totale, elle entendit le son de l'eau qui s'égouttait. Elle suivit le son et trouva une petite source qui jaillissait de la paroi rocheuse. L'eau formait une petite flaque sur le sol avant de disparaître par une fente. Manon s'agenouilla et goûta l'eau. Elle était glaciale, mais propre. C'était une bénédiction. Elle remplit la seule marmite qu'elle avait apportée et retourna là où se trouvaient les enfants.
Lucas était déjà réveillé et effrayé de ne pas trouver sa mère. « J'étais juste à côté, mon fils. J'ai apporté de l'eau. » Lucas but avec avidité. Il réveilla Léa, qui but aussi. Manon mouilla un morceau de tissu et le posa sur le front de Tom, essayant de faire baisser la fièvre. Les jours suivants se transformèrent en une routine de survie. Manon sortait de la grotte pendant la journée pour chercher de la nourriture. Elle trouvait des baies sauvages, quelques racines comestibles. Parfois, elle parvenait à attraper un petit poisson dans le ruisseau qui coulait près de la grotte. Ce n'était pas suffisant, mais cela les maintenait en vie. Lucas aidait sa mère dans ses expéditions. Ensemble, ils exploraient la zone autour de la grotte, toujours avec prudence pour ne pas être vus. Manon craignait que quelqu'un du village ne découvre où il se trouvait. Elle craignait que le colonel Auguste, pour une raison ou une autre, ne décide de la chercher. Elle craignait tout et tout le monde. Léa s'occupait de Tom pendant que sa mère et Lucas sortaient. La fillette de 6 ans avait mûri du jour au lendemain. Elle chantait pour son petit frère, lui racontait des histoires qu'elle inventait, et essayait de le garder calme et silencieux. C'était une responsabilité bien trop grande pour quelqu'un de si petit, mais il n'y avait pas le choix. Une semaine passa. Manon commença à mieux connaître la grotte. Lors de ses explorations à la recherche d'eau et d'un endroit plus confortable pour les enfants, elle découvrit que la grotte avait plusieurs chambres interconnectées. Certaines étaient petites, d'autres étonnamment grandes. Dans l'une d'elles, elle trouva des signes que quelqu'un y avait séjourné auparavant. Il y avait des marques sur les murs, des restes de feux de camp anciens et même quelques objets abandonnés, une casserole rouillée, des morceaux de tissu pourris, des os que Manon préféra ne pas examiner de trop près. Ce fut lors d'une de ses explorations, déjà le 10e jour dans la grotte, que Manon fit la découverte qui allait tout changer. Elle se trouvait dans l'une des chambres les plus profondes, un endroit qu'elle avait évité jusqu'alors car il était particulièrement sombre et difficile d'accès. Elle devait ramper à travers un tunnel bas et étroit pour y arriver, mais quelque chose la poussait à explorer cet endroit. Peut-être était-ce le désespoir, peut-être l'intuition. La chambre était petite, avec un plafond bas. Manon dut se courber pour y entrer. Il y avait une fente au plafond par laquelle entrait un rayon de lumière minimal, suffisant pour que Manon voie que le sol y était différent. Alors que le reste de la grotte avait un sol de pierre recouvert de terre humide, il y avait là ce qui semblait être de la terre plus meuble, comme si elle avait été creusée récemment. Récemment était un terme relatif. Les marques semblaient anciennes. Manon commença à creuser avec ses mains nues. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, peut-être rien. Peut-être juste quelque chose à faire, une façon d'occuper son esprit qui ne cessait de penser aux enfants, à la fin, à l'avenir incertain. Ses mains touchèrent quelque chose de dur. Du bois. Manon creusa plus vite maintenant, avec plus d'urgence. Peu à peu, elle révéla ce qui semblait être un coffre. Il n'était pas grand, peut-être de la taille d'une boîte à chaussures. Le bois était pourri par l'humidité, couvert de mousse et de champignons. Avec précaution, Manon sortit le coffre du trou. Il était lourd. Son cœur se mit à battre plus vite. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'ouvrir le couvercle. Le bois était si détérioré qu'il se désagrégea facilement. Et quand Manon vit ce qu'il y avait à l'intérieur, ses jambes flageolèrent et elle tomba assise sur le sol humide de la grotte. À l'intérieur du coffre, il n'y avait ni or ni bijoux. Il y avait des papiers, des documents soigneusement enveloppés dans un tissu ciré qui les avait un minimum protégés de l'humidité. Manon prit l'un des documents avec des mains tremblantes et l'amena jusqu'au rayon de lumière qui entrait par le plafond. Elle commença à lire. C'était une lettre. La calligraphie était élégante, mais le papier était taché et jauni par le temps. La date en haut indiquait le 15 avril 1850, 40 ans plus tôt. Manon commença à lire et, à mesure que les mots pénétraient son esprit, elle sentit un froid dans le dos qui n'avait rien à voir avec la température de la grotte. La lettre était d'un homme nommé Jacques, adressée à sa femme. Il y décrivait comment il avait aidé un groupe de personnes réduites en servitude à s'échapper du domaine du colonel de l'époque, grand-père de l'actuel colonel Auguste. Jacques était le contremaître à l'époque et était devenu abolitionniste en secret. La lettre détaillait comment il avait organisé la fuite, comment il avait caché ces personnes dans cette même grotte, comment il avait promis de revenir avec de la nourriture et de l'aide pour les emmener en lieu sûr. Mais la lettre n'avait jamais été envoyée. Et Manon commença à comprendre pourquoi. Elle continua à lire d'autres documents. Il y avait un journal, des pages et des pages écrites à la main racontant une histoire terrible.
Jacques avait été découvert. Le colonel de l'époque avait découvert que son contremaître aidait des captifs à fuir. Il l'avait fait tuer, et les personnes cachées dans la grotte n'avaient jamais reçu l'aide promise. Manon continua à lire, les larmes commençant à couler sur son visage. Le journal racontait que Jacques, avant d'être tué, avait réussi à cacher ses documents dans la grotte, espérant qu'un jour quelqu'un les trouverait et révélerait la vérité. Il y avait plus que l'histoire de la fuite. Il y avait des listes de noms, des documents d'achat et de vente, des registres qui prouvaient que la famille Dubois s'était enrichie grâce à la traite clandestine de personnes, même après les lois interdisant cette pratique. Il y avait des lettres entre le colonel et d'autres propriétaires terriens, arrangeant les prix, les routes de contrebande, les pots de vin aux autorités. Il y avait de faux reçus, des documents falsifiés. C'était une archive complète de crimes qui pouvaient détruire la réputation de la famille la plus puissante de la région. Manon resta assise là, sur le sol froid de la grotte, pendant des heures, lisant document après document. Son esprit travaillait frénétiquement. Elle avait entre les mains quelque chose de puissant, de dangereux, quelque chose qui pouvait tout changer, mais en même temps quelque chose qui pouvait lui coûter la vie et celle de ses enfants. Quand elle retourna enfin là où se trouvaient les enfants, il faisait déjà nuit. Lucas était inquiet. « Maman, où étais-tu ? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de mal. » Manon serra son fils dans ses bras. « Pardonne-moi d'avoir tardé. J'explorais et j'ai trouvé quelque chose de très important. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, Manon resta éveillée, réfléchissant à ce qu'elle devait faire de cette découverte. Sa première réaction fut de penser à la vengeance. Le colonel Auguste avait traité sa famille avec une cruauté indicible. Il avait expulsé une veuve avec 3 jeunes enfants sans la moindre pitié. Elle pouvait utiliser ces documents pour le détruire. Elle pouvait exposer les crimes de sa famille. Elle pouvait voir le puissant colonel tomber. Mais elle pensa ensuite aux conséquences. Le colonel Auguste n'était pas un homme à accepter les menaces. Si Manon essayait d'utiliser ces documents contre lui, il n'hésiterait pas à la faire tuer. Et qu'adviendrait-il de ses enfants? Seraient-ils orphelins? Ou pire, le colonel pourrait-il les tuer aussi pour éliminer tous les témoins? Manon passa toute la nuit à se débattre avec ce dilemme. Elle avait le pouvoir de rendre justice, mais à quel prix? Valait-il la peine de risquer la vie de ses enfants pour une vengeance? Ou valait-il mieux détruire ces documents et continuer son chemin, invisible et oubliée, mais vivante? Quand le soleil commença à se lever, apportant ce faible rayon de lumière à l'intérieur de la grotte, Manon n'avait toujours pas de réponse, mais elle savait qu'elle devait prendre une décision rapidement. Il ne pouvait pas rester dans cette grotte pour toujours. Tom continuait d'être malade. Les enfants devenaient de plus en plus faibles. La nourriture que Manon parvenait à trouver n'était pas suffisante. C'est alors qu'ils entendirent les bruits. Des voix masculines venaient de l'extérieur de la grotte. Manon sentit son cœur s'emballer. Elle réveilla rapidement Lucas. « Mon fils, prends ta sœur et Tom et viens avec moi, vite et en silence. » Lucas obéit sans poser de questions. Manon les guida vers les chambres les plus profondes de la grotte, un endroit qu'elle avait repéré comme cachette d'urgence. Les voix devinrent plus fortes. Ils étaient au moins 3 ou 4 hommes. Manon reconnut l'une d'elles. C'était Philippe, le contremaître du colonel. « Elle est par ici. »« Je sais qu'elle y est, » disait l'homme. Quelqu'un au village l'a vue se diriger vers la forêt avec les enfants. Une autre voix répondit, « Et si elle est vraiment entrée dans cette grotte maudite ? L'endroit fait peur. » Philippe rit. « Grotte maudite ? N'importe quoi. C'est une histoire pour effrayer les enfants. Entrons et cherchons. » Manon serra ses enfants dans ses bras dans l'obscurité. Léa tremblait. Lucas essayait d'être fort, mais elle sentait son corps tendu. Tom, par chance, dormait, épuisé par la fièvre. Manon murmura à l'oreille de ses enfants, « Ne faites aucun bruit, pas un seul. Restez ici et ne sortez sous aucun prétexte. » Les hommes entrèrent dans la grotte. Manon entendit leurs pas résonner. Elle entendit des jurons quand ils trébuchaient sur les pierres. Elle entendit le son de torchers en train d'être allumés, la lumière vacillante dansant sur les murs. Ils étaient dans la chambre principale, où Manon et les enfants avaient séjourné. Ils virent les affaires, la couverture, les signes clairs que quelqu'un était là. « Elle est ici !» cria Philippe. « Manon, sors de là !»
Le colonel veut te parler. Nous ne te ferons pas de mal. Il veut juste discuter. Manon ne répondit pas. Elle savait que c'était un mensonge. Les colonels ne discutaient pas avec les veuves pauvres. Ils donnaient des ordres. Et si le colonel la cherchait, c'est parce qu'il avait découvert quelque chose ou se doutait de quelque chose. Les hommes cherchèrent pendant près d'1 heure. Ils explorèrent certains des tunnels, mais craignant de se perdre dans les profondeurs de la grotte. Finalement, Philippe, frustré, s'exclama « Au diable ! Si elle veut rester dans ce trou maudit, qu'elle y reste. Partons. Elle devra bien sortir un jour pour chercher de la nourriture. Nous laisserons des hommes surveiller l'entrée. Quand elle sortira, nous l'attraperons. » Les hommes partirent, mais Manon savait que la situation avait radicalement changé. Ils étaient maintenant activement chassés. Elle ne pouvait plus sortir librement de la grotte pour chercher de la nourriture. Ils étaient piégés. Manon retourna là où se trouvaient les enfants. Lucas la regarda avec de la peur dans les yeux. « Maman, qu'allons-nous faire ?» Manon prit une profonde inspiration. Elle essaya de paraître calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Nous allons rester cachés. Nous avons de l'eau ici et j'ai un plan. » Le plan de Manon était risqué. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans la grotte. Elle avait besoin d'aide, mais elle ne pouvait faire confiance à n'importe qui. Elle avait besoin de quelqu'un avec une autorité morale, quelqu'un que le colonel ne pourrait pas simplement faire disparaître. Et il n'y avait qu'une seule personne comme ça au village, le père Henri. Le problème était de savoir comment atteindre le prêtre sans être capturé par les hommes du colonel. Manon passa des heures à réfléchir. Elle connaissait un chemin alternatif qui sortait par l'arrière de la grotte, une fente étroite qui donnait sur la forêt de l'autre côté de la colline. Elle avait découvert cette sortie lors de ses explorations. Elle était trop étroite pour qu'un adulte puisse passer, mais un enfant le pourrait. « Maman, j'irai, » dit Lucas quand Manon expliqua le plan. « Je peux passer par là. J'irai au village, je parlerai au père et je reviendrai. » Manon regarda son fils. À seulement 9 ans, il était déjà forcé d'agir comme un homme. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Mais il n'y avait pas le choix. « Mon fils, c'est dangereux. Si les hommes du colonel t'attrapent. » Lucas l'interrompit. « Je sais, maman, mais je peux le faire. Fais-moi confiance. » Manon serra son fils fort dans ses bras. Avant qu'il ne parte, elle prit quelques-uns des documents qu'elle avait trouvés, les plus importants, et les enroula soigneusement dans du tissu ciré. « Donne ceci au père Henri. Seulement à lui. Et dis-lui que c'est de ma part. Il comprendra. » Lucas partit à la tombée de la nuit. Manon le guida jusqu'à la fente étroite au fond de la grotte. Elle le regarda se faufiler à travers l'ouverture. C'était une vision douloureuse, son petit garçon devant ramper entre les rochers. Mais Lucas était déterminé. Il réussit à passer et fit un signe à sa mère de l'autre côté avant de disparaître dans la forêt sombre. Manon retourna auprès de Léa et Tom. L'attente fut une agonie. Chaque minute semblait 1 heure. Chaque son la faisait sursauter. Et si Lucas se perdait dans la forêt obscure? Et s'il était attaqué par un animal? Et si les hommes du colonel le trouvaient? Elle passa toute la nuit éveillée, à prier. Léa dormait blottie contre Tom. La fièvre du petit avait un peu baissé, mais il était encore très faible. Manon serrait le petit corps contre sa poitrine et pleurait silencieusement. Comment en était-elle arrivée là? Comment sa vie s'était-elle transformée en ce cauchemar? Lucas revint quand le soleil était déjà haut dans le ciel du lendemain. Manon entendit un sifflement, le signal convenu, venant de la fente au fond. Elle courut jusque-là et vit son fils de l'autre côté, sale de terre, mais avec un sourire sur le visage. « Maman, j'ai réussi. J'ai parlé au père. Il a dit qu'il allait t'aider. » Lucas se faufila de nouveau par la fente. Manon le serra si fort que le garçon se plaignit. « Maman, tu m'étouffes. » Manon rit à travers ses larmes. « Pardonne-moi, mon fils. Je suis si fier de toi. Tu as été très courageux. » Lucas se redressa un peu. « Je devais l'être, maman. Papa disait toujours que les hommes de la famille protègent les femmes et les enfants. Maintenant, je suis l'homme de la famille. » Manon sentit son cœur se serrer.
Son fils de 9 ans ne devrait pas avoir à porter ce poids, mais il avait raison. Depuis la mort de Stéphane, Lucas avait assumé des responsabilités qui n'étaient pas de son âge, et il le faisait avec courage et maturité. Lucas raconta qu'il avait trouvé le père Henri sortant de la messe du matin. Le prêtre avait été choqué de voir le garçon sale et maigre surgir de la forêt. Lucas lui avait remis les documents et dit que sa mère avait besoin d'aide. Le prêtre avait lu quelques-uns des papiers sur le champ et son visage avait pâli. Il avait dit à Lucas de retourner et d'assurer à sa mère qu'il ferait quelque chose, qu'il ne pouvait pas révéler exactement quoi, mais qu'elle devait lui faire confiance. 2 autres jours passèrent. Manon et les enfants restèrent cachés dans la grotte. La nourriture était épuisée. L'eau de la source interne était tout ce qu'ils avaient. Tom était trop faible pour pleurer. Léa était apathique. Même Lucas, toujours fort, commençait à montrer des signes d'épuisement. Manon commençait à perdre espoir quand elle entendit des voix à l'entrée de la grotte. Cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas les voix rudes des hommes du colonel. C'était la voix du père Henri. « Manon, Manon, vous pouvez sortir. Tout va bien maintenant. » Manon hésita. Était-ce un piège? Mais la voix du prêtre était sincère. Il y avait de l'urgence, mais aussi du calme. Manon sortit lentement de la chambre profonde, guidant les enfants. Quand elle arriva dans la chambre principale, elle vit le père Henri, mais il n'était pas seul. Il y avait 5 autres hommes avec lui. Manon en reconnut certains. C'étaient des hommes importants du village, le médecin, le juge, le gendarme. Et à sa grande surprise, il y avait aussi 2 femmes, Monique, la sage-femme et guérisseuse, respectée de tous, et Isabelle, l'institutrice de l'unique école du village. Le père Henri ouvrit les bras en voyant Manon et les enfants. « Ma fille, vous êtes en sécurité maintenant. Venez, sortons d'ici. » Manon était confuse. Que se passe-t-il? Où sont les hommes du colonel? Demanda-t-elle. Le prêtre sourit tristement. Les hommes du colonel ont été retirés d'ici sur ordre du gendarme. À l'extérieur de la grotte, une charrette attendait. Monique prit immédiatement Tom des bras de Manon. Cet enfant est très malade, il a besoin de soins urgents. Isabelle serra Léa dans ses bras. Tu vas bien, ma petite? Léa hocha simplement la tête, encore effrayée et confuse. Le médecin examina rapidement les 3 enfants et Manon. Ils sont tous dénutris et déshydratés. Cet enfant-ci, dit-il en désignant Tom, a une pneumonie. Il a besoin d'un traitement immédiat ou il ne survivra pas. Manon sentit ses jambes flageoler. Sa pire crainte se confirmait. Son bébé était en train de mourir. Le père Henri la soutint par le bras. « Calmez-vous, ma fille. Nous allons les emmener au presbytère. Là, ils recevront des soins. Vous et vos enfants êtes sous la protection de l'église maintenant. » Le voyage de retour au village fut long. Manon était en état de choc. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. Les enfants étaient allongés dans la charrette, enveloppés dans des couvertures propres que Monique avait apportées. Le médecin leur donna de l'eau sucrée à boire lentement. Quand ils arrivèrent au village, Manon fut encore plus surprise. Il y avait des gens qui attendaient devant l'église, beaucoup de gens. Et à son grand étonnement, beaucoup de ceux qui lui avaient tourné le dos des semaines auparavant la regardaient maintenant avec des expressions de honte et de pitié. Manon et les enfants furent emmenés au presbytère. C'était simple, mais propre et chaud. Monique et Isabelle s'occupèrent des enfants. Elles leur donnèrent un bain, leur mirent des vêtements propres, leur donnèrent de la soupe chaude. Le médecin prépara des remèdes pour Tom. L'enfant était si faible qu'il pouvait à peine avaler. Le père Henri s'assit avec Manon dans la petite salle pendant que les femmes s'occupaient des enfants. « Manon, vous devez comprendre ce qui s'est passé. Quand Lucas m'a apporté ces documents et que j'ai lu ce qui y était écrit, j'ai été horrifié. Non seulement par l'histoire terrible du passé, mais parce que j'ai réalisé que les crimes de la famille Dubois étaient encore pires que nous ne l'imaginions. » Le prêtre expliqua qu'après avoir lu les documents, il avait convoqué une réunion secrète avec quelques personnes de confiance du village, le juge, le gendarme, quelques figures respectées de la communauté. Il leur avait montré les documents. La réaction avait été un choc. Beaucoup ne voulaient pas y croire. La famille Dubois était la plus puissante de la région depuis des générations, mais les documents étaient incontestables. Le juge décida que cela ne pouvait être ignoré.
Les crimes du passé étaient bien trop graves. Et le comportement du colonel Auguste, en expulsant Manon et en la pourchassant comme une criminelle, simplement parce qu'il craignait qu'elle ne découvre quelque chose, était la preuve que l'arrogance et la cruauté de cette famille persistaient. Une assemblée extraordinaire fut convoquée à la mairie. Le prêtre raconta que c'était sans précédent. Toutes les familles importantes du village furent convoquées. Les documents furent présentés publiquement. Il y eut un déni initial, des tentatives de discréditer les papiers. Mais l'un des hommes présents, un vieil homme nommé Marcel, se leva et confirma l'histoire. Marcel était le petit-fils d'un des hommes qui avait fait l'objet d'un trafic clandestin par la famille Dubois. Il raconta que son grand-père, avant de mourir, lui avait raconté des histoires sur le contremaître Jacques qui avait tenté de les aider, sur la fuite ratée, sur les gens qui étaient morts cachés dans la grotte, attendant une aide qui n'est jamais arrivée. Marcel dit qu'il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de louche avec cette famille, mais il n'avait jamais eu de preuves. Maintenant, les preuves étaient là. L'assemblée devint une commotion. On découvrit que de nombreuses autres familles avaient des histoires similaires. Des histoires qui avaient été étouffées par la peur. Des histoires de cruauté, d'exploitation, de crimes couverts par le pouvoir et l'argent. Le colonel Auguste tenta de tout nier, envoya ses hommes de main menacer ceux qui parlaient, mais cette fois, c'était différent. Les gens étaient fatigués, révoltés, et ils avaient des preuves concrètes. Le gendarme, sous la pression de la communauté, n'eut d'autre choix que d'ouvrir une enquête formelle. Les documents furent saisis comme preuve. Le colonel Auguste fut convoqué devant les autorités et, pendant ce temps, le père Henri utilisa son influence pour garantir que Manon et ses enfants seraient sous protection. Personne ne pourrait les toucher sans répondre à la justice. Manon écouta tout cela en silence. Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais de pur soulagement. Enfin, après tant de souffrance, quelqu'un faisait quelque chose. Quelqu'un était de son côté. « Mon père, je ne veux pas de vengeance, » dit-elle d'une voix étranglée. « Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Je veux juste une chance d'élever mes enfants avec dignité. » Le prêtre prit les mains de Manon. « Ma fille, vous aurez cette chance. L'Église vous aidera. Et vous n'êtes pas seule. Plusieurs familles ont offert leur aide. Monique dit qu'elle peut vous enseigner l'art d'être sage-femme. C'est un travail honorable et il y a toujours besoin. Isabelle a proposé de vous apprendre à mieux lire et écrire, pour que vous ayez plus d'opportunités. Et il y a une petite maison appartenant à l'église qui est vide. Vous et vos enfants pouvez y vivre. » Manon n'en croyait pas ses oreilles. Après tant de désespoir, tant d'obscurité, il y avait enfin de la lumière. Elle tomba à genoux et se mit à pleurer abondamment. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Le père Henri posa sa main sur sa tête en guise de bénédiction. « Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Manon. Vous avez traversé une vallée d'ombre, mais maintenant vous sortez vers la lumière. » Dans les jours qui suivirent, Tom commença à aller mieux grâce aux soins du médecin et aux remèdes. La fièvre baissa, la toux diminua. Léa et Lucas reprirent des forces avec une alimentation adéquate. La communauté se mobilisa de manière surprenante. Des gens qui avaient ignoré Manon quand elle en avait besoin apportaient maintenant des vêtements, de la nourriture, des ustensiles de cuisine. Certains s'excusaient avec de la honte dans les yeux. Manon acceptait tout avec humilité et gratitude. La petite maison que l'église offrait était simple, juste 2 petites pièces, mais elle ressemblait à un palais comparé à la grotte où ils avaient vécu. Elle avait un poêle à bois qui fonctionnait, des fenêtres par lesquelles entrait la lumière du soleil. Elle avait une vraie porte qui pouvait être verrouillée. Manon pleura en y entrant pour la première fois et en voyant un vrai lit avec un matelas et des draps propres donnés par la communauté. Le procès contre le colonel Auguste et sa famille traîna pendant des mois. Il y avait de nombreux intérêts en jeu, de nombreuses tentatives d'étouffer l'affaire, mais la pression populaire était trop forte. Les documents trouvés par Manon étaient des preuves concrètes de crimes graves. Finalement, le colonel fut contraint de vendre une grande partie de ses terres pour payer des amendes et des indemnités. Sa réputation était détruite. De nombreuses familles de la région qui avaient souffert aux mains des Dubois au fil des générations obtinrent enfin une forme de justice. Manon ne s'impliqua pas directement dans le procès. Elle donna son témoignage lorsqu'elle fut appelée, puis s'éloigna. Elle ne voulait pas la vengeance, elle voulait la paix, elle voulait reconstruire sa vie. Et c'est ce qu'elle fit. Avec l'aide de Monique,
Manon apprit l'art d'être sage-femme. Elle découvrit qu'elle avait un don pour cela. Ses mains étaient fermes et douces. Sa voix calme tranquillisait les femmes en travail. En quelques mois, Manon était déjà appelée pour assister à des naissances dans toute la région. Elle ne devint pas riche, mais elle gagnait assez pour nourrir ses enfants avec dignité. Lucas resta le garçon courageux qu'il était devenu en ces jours terribles. Il aidait sa mère dès qu'il le pouvait, mais il fréquentait aussi l'école tenue par Isabelle. Il était intelligent et dévoué. Isabelle voyait en lui un grand potentiel. Léa redevint la fillette joyeuse d'avant, bien qu'elle conservât une maturité dans le regard qui n'était pas commune chez les enfants si jeunes. Tom grandit fort et en bonne santé, sans aucun souvenir conscient des jours passés dans la grotte. Un an après les événements de la grotte, à l'anniversaire de la mort de Stéphane, Manon emmena les enfants au cimetière. Elle déposa des fleurs simples sur la tombe de son mari, lui parla en pensée, lui raconta tout ce qui s'était passé. Elle lui dit qu'il lui manquait chaque jour, mais qu'elle parvenait à s'occuper de leurs enfants, qu'ils allaient bien, qu'elle avait trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Cette nuit-là, Manon rêva de la grotte, mais ce n'était pas un cauchemar. Dans son rêve, elle était dans la chambre où elle avait trouvé les documents. Et là, assis sur une pierre, se trouvait un homme qu'elle ne connaissait pas, mais elle savait d'une manière ou d'une autre qui il était. Jacques, le contremaître abolitionniste qui était mort en essayant de faire ce qui était juste. Dans le rêve, Jacques lui sourit. « Vous avez bien fait, Manon. Vous avez fait ce que j'espérais que quelqu'un ferait un jour. Vous avez apporté la justice à ceux qui ne pouvaient plus parler pour eux-mêmes. Et en faisant cela, vous vous êtes sauvés, vous et vos enfants. La grotte garde de nombreuses histoires de souffrance, mais maintenant elle garde aussi une histoire de rédemption. » Manon se réveilla avec des larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de paix. La grotte des lamentations, comme on l'appelait, commença lentement à changer de signification pour la communauté. Le père Henri suggéra que l'endroit soit transformé en mémorial. Avec l'aide de volontaires, l'entrée de la grotte fut nettoyée. Une croix en bois y fut placée avec une plaque racontant l'histoire des personnes qui s'étaient cachées en ce lieu, cherchant la liberté. Les noms de ceux qui y étaient morts, découverts grâce aux documents de Jacques, furent gravés sur le bois. La grotte cessa d'être seulement un lieu de peur et devint un symbole de résistance et d'espoir. Manon fut invitée par le père Henri à participer à la cérémonie d'inauguration du mémorial. Au début, elle hésita. Les souvenirs de ces jours terribles dans la grotte étaient encore douloureux. Mais Lucas insista, « Maman, tu dois y aller. Tu fais partie de cette histoire. C'est toi qui as trouvé la vérité. C'est toi qui as eu le courage de faire ce qui était juste, même quand tout semblait perdu. » Le jour de la cérémonie, plus de 100 personnes étaient rassemblées à l'entrée de la grotte. Beaucoup étaient des descendants des personnes qui avaient souffert aux mains de la famille Dubois. D'autres étaient simplement des membres de la communauté qui voulaient honorer la mémoire de ceux qui avaient lutté pour la liberté. Manon était nerveuse. Elle n'avait jamais été au centre de l'attention de cette manière. Elle avait toujours été juste une femme pauvre de plus, invisible pour la plupart. Mais quand le père Henri l'appela pour parler, quelque chose changea en elle. Manon regarda ces gens, vit des visages de tous âges, vit l'espoir dans les yeux des jeunes, vit des larmes dans les yeux des plus âgés qui se souvenaient des histoires racontées par leurs grands-parents, et elle trouva sa voix. « Je ne suis pas une héroïne, » commença Manon d'une voix tremblante. « Je suis juste une mère qui a essayé de protéger ses enfants. Quand je suis entrée dans cette grotte pour la première fois, j'étais désespérée. Je n'avais pas de nourriture, pas d'abri, pas d'espoir. Je suis venue ici parce que je n'avais nulle part où aller. Et ici, dans l'endroit le plus sombre et le plus effrayant que je connaissais, j'ai trouvé la lumière. Pas la lumière du soleil, mais la lumière de la vérité. » Manon fit une pause, essuyant les larmes qui commençaient à couler. Les personnes qui se sont cachées ici il y a de nombreuses années étaient aussi désespérées, n'avaient nulle part où aller, cherchaient aussi juste une chance de vivre avec dignité. Elles n'ont pas survécu. Elles sont mortes ici, oubliées, enterrées non seulement dans la terre, mais aussi dans la mémoire des gens. Mais leurs histoires ne sont pas mortes complètement. Jacques s'en est assuré, et maintenant nous nous assurons qu'elles ne seront jamais plus oubliées. La foule était silencieuse. Certaines personnes pleuraient ouvertement. Manon continua, sa voix devenant plus ferme. Cet endroit m'a appris que même dans les ténèbres les plus profondes, la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Il m'a appris qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide.
Il m'a appris que la communauté est plus forte quand elle prend soin de ses membres les plus vulnérables. Et il m'a appris que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que cela en vaut toujours la peine. Quand Manon eut fini de parler, il y eut un moment de silence profond. Puis, Marcel, le vieil homme qui avait confirmé les histoires à l'assemblée, se mit à applaudir. D'autres se joignirent à lui, et bientôt toute la foule applaudissait. Manon sentit son visage brûler de honte et de fierté en même temps. Ses enfants étaient à ses côtés. Lucas lui tint la main. Léa lui serra la taille. Tom, maintenant âgé de 3 ans et en bonne santé, leva ses petits bras pour être pris dans les bras. Après la cérémonie, plusieurs personnes s'approchèrent de Manon. Elles voulaient la remercier. Elles voulaient raconter leurs propres histoires. Une femme âgée, Jeanne, s'approcha les larmes aux yeux. Ma grand-mère était l'une des personnes qui sont mortes dans cette grotte, dit-elle. Toute ma vie, ma mère m'a raconté l'histoire de la fuite de ma grand-mère avec son bébé, ma mère, dans les bras. Comment on leur avait promis une aide qui n'est jamais venue. Ma mère était un bébé quand ma grand-mère est morte ici de faim et de froid. Elle a été retrouvée par des gens du village des jours plus tard, presque morte elle aussi. Elle n'a survécu que parce qu'une famille a eu pitié d'elle et l'a élevée. Pendant des années, personne ne croyait son histoire. On disait que c'était son imagination. Maintenant, grâce à vous, la vérité a éclaté. Ma grand-mère peut enfin reposer en paix. Manon serra Jeanne dans ses bras pendant qu'elles pleuraient toutes les deux. Combien d'histoires comme celle-ci existaient? Combien de familles avaient porté des secrets douloureux pendant des générations, sans preuve, sans reconnaissance? Les mois passèrent et la vie de Manon reprit sa routine. Elle travaillait comme sage-femme, s'occupait de ses enfants, participait à la vie de la communauté. Mais quelque chose avait changé. Les gens la regardaient différemment maintenant, non pas avec pitié, mais avec respect. Manon était devenue connue non pas comme la pauvre veuve, mais comme la femme de courage, la femme qui avait affronté l'obscurité et apporté la lumière. Lucas grandissait vite. À 10 ans, il était déjà grand pour son âge et continuait ses études avec un dévouement impressionnant. Isabelle commentait souvent à Manon le potentiel du garçon. « Manon, dit-elle un jour, votre Lucas a un esprit brillant. Avec les bonnes études, il pourrait devenir instituteur, peut-être même avocat. » Manon pouvait à peine y croire. Un de ses fils avocat semblait un rêve impossible. Mais Isabelle insistait, il y a des écoles dans les grandes villes qui offrent des bourses aux garçons intelligents de familles pauvres. Je peux aider à en obtenir une pour Lucas. Manon y réfléchit longuement. L'idée de se séparer de son fils était douloureuse, mais elle voulait aussi le meilleur pour lui. Elle voulait qu'il ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Quand elle parla à Lucas de cette possibilité, le garçon fut partagé. « Maman, je veux étudier, je veux apprendre, mais je ne veux pas te laisser seule avec Léa et Tom. » Manon prit le visage de son fils entre ses mains. « Mon fils, tu ne me laisseras pas seul. Tu vas faire quelque chose qui honorera notre famille. Tu vas utiliser ton intelligence pour construire un avenir meilleur. Et chaque fois que tu auras besoin, je serai là à t'attendre. » Il fut donc décidé que Lucas irait à Angers, à environ 50 km de là, où un collège avait accepté de lui offrir une bourse d'études. Il partirait au début de l'année suivante. Manon commença à préparer son cœur à cette séparation. Pendant ce temps, Léa montrait un talent pour d'autres voies. La fillette avait des mains habiles, aimait coudre, broder, créer de belles choses. Monique suggéra qu'elle pourrait apprendre le métier de couturière. Il y a une dame française dans le village voisin, Marguerite, qui est modiste. Elle cherche une apprentie. Léa pourrait beaucoup apprendre avec elle. Manon voyait ses enfants grandir et trouver leur chemin. Et Tom, encore petit mais montrant déjà une forte personnalité, était la joie de la maison. Le garçon était bavard, curieux, posant toujours des questions sur tout. « Pourquoi le ciel est-il bleu, maman? Où va le soleil quand il fait nuit? Pourquoi les gens meurent-ils » Manon répondait patiemment, émerveillée par la capacité d'un enfant à voir le monde avec tant de curiosité. 2 ans s'écoulèrent depuis les événements de la grotte. Lucas était à Angers, étudiant avec dévouement et envoyant des lettres régulières racontant ses découvertes. Léa avait commencé son apprentissage avec Marguerite et montrait un grand talent. Tom avait 5 ans et avait commencé à fréquenter les classes de base avec Isabelle. Manon, maintenant âgée de 34 ans, s'était établie comme l'une des sages-femmes les plus respectées de la région.
Elle était appelée pour les accouchements les plus difficiles. Elle avait le don de calmer les femmes, de savoir exactement quoi faire en cas de crise. Elle avait sauvé plusieurs vies, tant de mères que de bébés. Son travail la faisait vivre confortablement. Elle n'était pas riche, mais elle avait assez. Elle avait sa dignité. Ce fut par un après-midi pluvieux d'octobre que Manon reçut une visite inattendue. Elle était à la maison en train de préparer le dîner quand on frappa à la porte. Elle ouvrit et fut surprise de voir un homme bien habillé, avec des vêtements de voyage couverts d'une cape contre la pluie. L'homme retira son chapeau. « Madame Manon ? Je suis maître Laurent, avocat de Marseille. Je dois vous parler d'une affaire importante. » Manon invita l'homme à entrer, intriguée et un peu inquiète. Ils s'assirent à la simple table de la cuisine. L'avocat refusa poliment le café que Manon offrit et alla droit au but. « Madame Manon, je suis ici pour représenter la famille de Jacques, le contremaître qui a caché les documents dans la grotte. » Manon écarquilla les yeux. « Mais Jacques est mort il y a plus de 40 ans. » « Oui, » confirma l'avocat, mais il avait des enfants. Des enfants que sa femme a emmenés après sa mort. Ils sont allés à Paris et y ont construit leur vie. Récemment, l'un des petits-fils de Jacques, qui est professeur d'université, a entendu parler de l'histoire de la découverte des documents, de la façon dont vous avez trouvé l'héritage laissé par son grand-père et eu le courage de faire ce qui était juste avec. L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit quelques papiers. La famille de Jacques aimerait exprimer sa gratitude. Ils ont créé un fonds, une sorte de fondation destinée à aider les familles nécessiteuses de la région, en particulier les veuves avec enfants. Et ils aimeraient que vous soyez l'administratrice de ce fonds ici au village. Manon n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Moi ? Mais je ne sais rien de la gestion de l'argent. Je ne sais pas très bien lire. Je ne suis pas instruite. L'avocat sourit. Madame Manon, la famille ne veut pas quelqu'un d'instruit dans les livres. Elle veut quelqu'un d'instruit par la vie, quelqu'un qui connaît la souffrance, quelqu'un qui ne jugera pas ceux qui ont besoin d'aide, quelqu'un qui utilisera les ressources avec sagesse et compassion. Et tous ceux qu'ils ont consultés au village ont dit la même chose, Manon est la personne qu'il faut. Manon resta silencieuse un long moment. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle pensa à la femme désespérée qu'elle était 2 ans auparavant, cachée dans une grotte avec ses enfants affamés. Elle pensa à la façon dont sa vie avait changé. Et maintenant, ceci. Une opportunité d'aider d'autres personnes qui traversaient ce qu'elle avait traversé. J'accepte, dit-elle finalement. Mais à une condition. Je veux que le fonds n'aide pas seulement les veuves. Je veux qu'il aide toute personne en situation désespérée, les hommes aussi, les enfants, les personnes âgées, quiconque n'a nulle part où aller. L'avocat sourit plus largement. La famille de Jacques a dit que vous auriez toute liberté pour gérer le fonds comme vous le jugeriez bon. Ils ont confiance en votre jugement. La nouvelle de la création du fonds Jacques se répandit rapidement dans la région. Manon fut formée par l'avocat sur les aspects de base de l'administration. Elle apprit à tenir des registres simples, à évaluer les besoins, à distribuer les ressources de manière équitable. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour cela. Son expérience de vie la rendait capable d'identifier le besoin authentique par rapport à l'opportunisme. Sa compassion la rendait généreuse, mais son sens pratique l'empêchait d'être trompée. Le fonds commença modestement, aidant 2 ou 3 familles par mois. Il fournissait de la nourriture, des vêtements, payait parfois des traitements médicaux urgents. Dans des cas particuliers, il aidait à trouver un logement temporaire. Manon travaillait comme sage-femme pendant la journée et gérait le fonds le soir avec l'aide du père Henri, qui la guidait dans les décisions les plus difficiles. Léa, maintenant âgée de 9 ans, aidait sa mère à organiser les dons de vêtements et de nourriture qui arrivaient. Tom, avec ses 5 ans, ne comprenait pas complètement ce que faisait sa mère, mais aimait être impliqué. Manon incluait ses enfants en tout. Elle voulait qu'ils apprennent l'importance d'aider les autres. Lucas, quand il revenait d'Angers pendant les vacances, était émerveillé par les transformations. « Maman, tu fais quelque chose d'incroyable, » disait-il. « Tu changes des vies. » Manon secouait la tête. « Ce n'est pas moi, mon fils. C'est Dieu qui travaille à travers moi. Je ne suis qu'un instrument. » Lucas, toujours le penseur, répondait, « Peut-être, maman, mais Dieu choisit bien ses instruments. » En 1893, 3 ans après les événements de la grotte, le village fut frappé par une sécheresse sévère. Les récoltes échouèrent.
de nombreuses familles qui vivaient déjà à la limite tombèrent dans une misère absolue. Le fonds Jacques devint vital. Manon travailla sans relâche, organisant la distribution de nourriture, coordonnant les efforts d'aide, arbitrant les conflits qui naissaient de la pénurie. C'est pendant cette crise que le véritable caractère de Manon brilla. Elle ne distribuait pas seulement des ressources. Elle écoutait les gens, s'asseyait avec eux, pleurait avec eux, priait avec eux. Elle était devenue bien plus qu'une administratrice de fonds, elle était devenue le cœur battant de la communauté. Monique commenta au père Henri, cette femme a un don. Pas seulement pour les accouchements, mais pour prendre soin des gens en général. Le prêtre acquiesça. Manon est passée par le feu et est devenue de l'or pur. Sa souffrance ne l'a pas endurcie, elle l'a rendue plus compatissante. La sécheresse finit par passer, les pluies revinrent, la vie retourna à la normale, mais quelque chose avait changé de façon permanente dans la communauté. Les gens avaient appris à se soutenir mutuellement. Ils avaient vu que lorsqu'ils travaillaient ensemble, ils pouvaient surmonter même les plus grandes adversités. Et une grande partie de cela était due à l'exemple de Manon. En 1895, Lucas termina ses études à Angers. Il rentra chez lui transformé. À 15 ans, il était un jeune homme instruit, articulé, plein de rêves. « Maman, dit-il le premier soir de son retour, je veux être avocat. Je veux défendre des gens comme nous, des gens qui sont écrasés par les puissants. Je veux utiliser la loi pour rendre justice. » Manon serra son fils dans ses bras avec des larmes de fierté. « Ton père serait si fier de toi. Je suis fier de toi. Mais être avocat demande encore de nombreuses années d'études et beaucoup d'argent. » Lucas sourit. « Je sais, maman, mais Isabelle m'a aidé à obtenir une autre bourse. Je peux aller à Bordeaux, à la faculté de droit. Ça prendra 5 ans. Mais à la fin, je reviendrai et je travaillerai pour cette communauté. » La séparation fut douloureuse, mais nécessaire. Lucas partit pour Bordeaux avec la bénédiction de sa mère et de toute la communauté. Il emportait avec lui non seulement des livres et des vêtements, mais aussi les histoires de sa famille. Il portait le souvenir de son père mort au travail. Il portait le souvenir des jours terribles dans la grotte. Il portait le souvenir d'une mère qui avait affronté l'impossible et avait vaincu. Léa, maintenant âgée de 12 ans, s'épanouissait comme couturière. Son travail était si bon que Marguerite commença à l'emmener pour confectionner des vêtements pour les dames riches des villages voisins. La jeune fille avait un œil pour le design et ses mains créaient de véritables œuvres d'art en tissu. Elle parlait déjà d'ouvrir son propre atelier un jour. Tom, à 8 ans, était le plus différent des trois. Il n'avait pas l'intellect académique de Lucas, ni le talent artistique de Léa, mais il avait quelque chose de tout aussi précieux, une capacité incroyable à se connecter avec les gens. Où qu'il aille, Tom se faisait des amis. Il avait un sourire qui illuminait les pièces, un rire contagieux, une bonté naturelle qui mettait les gens à l'aise en sa présence. Le père Henri disait que Tom avait la vocation pour le sacerdoce. Manon n'en était pas sûre. Elle laissait le garçon libre d'explorer ses propres intérêts. Elle avait appris que chaque enfant avait son propre chemin. En 1897, 7 ans après les événements qui avaient tout changé, la famille Dubois était complètement ruinée. Le colonel Auguste était mort l'année précédente, amer et seul. Ses terres avaient été vendues, divisées entre plusieurs acheteurs. L'empire que sa famille avait construit sur la souffrance d'autrui s'était effondré. Beaucoup disaient que c'était la justice divine. L'un des acheteurs des terres était un groupe d'anciens travailleurs qui s'étaient organisés en coopérative. Ils proposèrent à Manon d'être l'une des conseillères de la coopérative. Manon refusa poliment. « Je ne connais rien à l'agriculture à grande échelle. Je ne serai pas utile. » Mais les hommes insistèrent, « Nous n'avons pas besoin que vous connaissiez l'agriculture. Nous avons besoin que vous nous rappeliez d'être justes, de bien traiter nos travailleurs, de ne jamais devenir ce qu'était le colonel Auguste. » Manon accepta à cette condition. Elle participait aux réunions mensuelles de la coopérative. Elle parlait rarement, mais quand elle le faisait, tout le monde écoutait. Elle avait une sagesse pratique qui venait de l'expérience et une autorité morale qui venait d'avoir souffert et surmonté. La grotte des Lamentations, désormais officiellement le mémorial de la liberté, recevait des visiteurs réguliers, surtout à des dates significatives comme le jour de l'abolition de l'esclavage en 1848, 2 ans avant les événements de la grotte. L'endroit devint un symbole régional. Des écoles amenaient des élèves pour apprendre l'histoire. Des familles venaient honorer leurs ancêtres.
Et il y avait toujours des fleurs fraîches sur la croix de bois à l'entrée. Manon visitait la grotte de temps en temps, pas souvent, car les souvenirs étaient encore douloureux. Mais parfois, quand elle se sentait perdue ou dépassée, elle y allait. Elle s'asseyait à l'entrée et regardait l'obscurité à l'intérieur. Elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti en ces jours terribles. Elle se souvenait de la peur, de la faim, du désespoir. Et puis elle regardait où elle était maintenant, tout ce qu'elle avait accompli, ce que ses enfants devenaient, et elle remerciait. Lors d'une de ses visites, elle trouva un jeune homme assis seul près de la croix. Il semblait perturbé. Manon s'assit à côté de lui sans rien dire. Parfois, la présence silencieuse est le meilleur réconfort. Après quelques minutes, le jeune homme parla. « Vous êtes Manon, n'est-ce pas ?» La sage-femme, celle du fond. Manon hocha la tête. « C'est moi. » Le jeune homme continua. « J'ai perdu ma femme en couche, elle est le bébé. C'était il y a 2 mois. Je n'arrive pas à m'en remettre. Les gens me disent d'être fort, d'aller de l'avant, mais je n'y arrive pas. Je suis venu ici parce que j'ai entendu dire que c'est un lieu de dépassement, mais je ne ressens rien d'autre que du vide. » Manon resta silencieuse un moment avant de répondre. « Quand j'ai perdu mon mari, j'ai cru que ma vie était finie. J'ai cru que je ne pourrais pas continuer. J'avais 3 enfants à élever seul et je n'avais aucune idée de comment j'allais faire. Je suis venu dans cette grotte parce que je n'avais plus d'espoir. J'étais prête à abandonner. » Le jeune homme la regarda. « Mais vous n'avez pas abandonné. » Manon secoua la tête. « Je n'ai pas abandonné parce que mes enfants avaient besoin de moi. Et parce que j'ai découvert que même dans les endroits les plus sombres, il y a de la lumière si vous êtes prêt à la chercher. Je ne vais pas vous mentir et dire que la douleur passe vite. Ce n'est pas le cas. 7 ans plus tard, mon mari me manque encore tous les jours. Je pleure encore pour lui certaines nuits. Mais j'ai appris que la douleur et la vie peuvent coexister. Vous pouvez porter votre chagrin et quand même vivre. Quand même trouver des moments de joie. Quand même avoir un but. » Le jeune homme essuya les larmes qui commençaient à couler. « Comment ? Comment je fais ça ?» Manon posa sa main sur son épaule. « Un jour à la fois. Une respiration à la fois. Et pas seul. Laissez les gens vous aider. Laissez la communauté vous soutenir. C'est pour ça que nous existons. » Le jeune homme la remercia et partit, un peu moins courbé par le poids de la tristesse. Manon resta quelques minutes de plus. Elle pensa à quel point la vie était étrange. Il y a 7 ans, c'est elle qui avait besoin de réconfort. Maintenant, c'est elle qui réconfortait les autres. Il y a 7 ans, elle n'avait pas de réponse. Maintenant, les gens venaient à elle en quête de sagesse. Pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle avait survécu. Et parfois, la survie en soi est une sagesse suffisante. En 1900, au début du nouveau siècle, Lucas rentra chez lui. Il avait 20 ans et était avocat diplômé. Manon pleura en le voyant. Son garçon était devenu un homme grand, fort, avec des yeux intelligents et une présence qui commandait le respect. « Maman, dit-il en la serrant dans ses bras, je suis revenu comme promis. Et je vais travailler ici. Je vais ouvrir un cabinet et offrir mes services juridiques à ceux qui ne peuvent pas payer. » Toute la communauté célébra le retour de Lucas. Ce garçon qui avait grandi parmi eux, qui avait fait preuve de courage à 9 ans en transportant des documents importants à travers la forêt sombre, revenait maintenant comme avocat. C'était une source de fierté pour tous. Lucas installa un petit cabinet au village. Au début, il avait peu de clients. Les gens n'avaient pas l'habitude de consulter des avocats. Ils voyaient la loi comme quelque chose de distant, pour les riches. Mais Lucas expliqua patiemment que la loi devait servir à tous. Il commença à travailler sur de petits cas, des litiges de propriété, des documents pour des mariages, des testaments. Peu à peu, les gens commencèrent à lui faire confiance. Léa, maintenant âgée de 17 ans, ouvrit son petit atelier de couture. C'était une pièce attenante à la maison de Manon, mais c'était la sienne. Elle avait sa machine à coudre, ses tissus, ses créations. Elle avait déjà des clientes régulières et commençait à se faire une réputation dans la région. Tom, à 13 ans, était toujours le joker de la famille. Il n'avait pas décidé ce qu'il voulait faire de sa vie. Il aidait sa mère avec le fond. Il aidait Lucas au cabinet en faisant de petites tâches. Il aidait Léa dans son atelier.
Il était bon en tout, mais ne semblait passionné par rien en particulier. Manon ne s'inquiétait pas. Elle savait que Tom trouverait son chemin en temps voulu. Le fonds Jacques, sous l'administration de Manon depuis maintenant 10 ans, avait considérablement grandi. La famille à Paris continuait de contribuer, impressionnée par la façon dont Manon utilisait les ressources avec sagesse. D'autres familles riches de la région commencèrent également à faire des dons. Le fonds aidait désormais des dizaines de familles par mois. Il était devenu une institution respectée. Manon, à 40 ans, était l'une des femmes les plus respectées de la région. Pas par la richesse ou l'éducation formelle, mais par le caractère. Son histoire était connue de tous. La veuve qui avait tout perdu, s'était cachée dans une grotte maudite, avait trouvé des documents qui exposaient des crimes historiques, puis avait reconstruit non seulement sa propre vie, mais avait aidé à reconstruire toute une communauté. Des visiteurs d'autres régions venaient spécifiquement pour la rencontrer. Ils voulaient entendre son histoire de sa propre bouche. Ils voulaient comprendre comment elle avait fait tout cela. Manon les recevait tous avec humilité. Elle précisait toujours qu'elle n'avait rien fait seule, que la communauté l'avait relevée quand elle était tombée, que Dieu avait guidé ses pas même quand elle ne s'en rendait pas compte. Un soir de 1902, toute la famille était réunie pour le dîner. Lucas, maintenant âgé de 22 ans et avec un cabinet prospère. Léa, à 19 ans, propriétaire de son propre atelier florissant. Tom, à 15 ans, explorant encore les possibilités. Il prenait un repas simple mais copieux quand Tom posa une question. « Maman, est-ce que tu regrettes quelque chose, une décision que tu as prise ?» Manon réfléchit attentivement avant de répondre. Regretter est un mot fort. Y a-t-il des choses que j'aurais aimé voir différentes? Oui. J'aurais aimé que votre père soit encore en vie. J'aurais aimé que vous n'ayez pas à traverser les horreurs de ces jours dans la grotte. J'aurais aimé qu'on nous traite avec plus de dignité quand nous avions besoin d'aide. Mais est-ce que je regrette les décisions que j'ai prises? Non. Chaque décision, même les plus difficiles, nous a amenés jusqu'ici. Elles ont fait de nous ce que nous sommes. Lucas acquiesça. Si tu n'avais pas eu le courage d'entrer dans cette grotte, nous n'aurions jamais trouvé les documents. La vérité n'aurait jamais éclaté. Léa ajouta, et si tu n'avais pas été si courageuse en tout, nous n'aurions pas appris à être forts nous aussi. Tom, toujours le plus philosophe malgré sa jeunesse, dit, je pense que parfois, les pires choses qui nous arrivent finissent par être le chemin vers les meilleures choses. C'est étrange de penser comme ça, mais c'est vrai. Manon regarda ses 3 enfants autour de la table, en bonne santé, forts, trouvant leur chemin dans la vie. Et elle se souvint de cette nuit terrible dans la grotte, quand Tom brûlait de fièvre, Léa pleurait de faim et Lucas essayait d'être courageux malgré la peur. Cela semblait un siècle en arrière, une autre vie. Vous savez ce que j'ai appris de tout ça? Demanda Manon. Les 3 la regardèrent attentivement. J'ai appris que la dignité ne vient pas de la quantité d'argent que vous avez ou de l'endroit où vous vivez. Elle vient de la façon dont vous traitez les autres et de la façon dont vous affrontez les adversités. J'ai appris que la communauté, ce ne sont pas seulement des gens qui vivent au même endroit, ce sont des gens qui prennent soin les uns des autres. Et j'ai appris que même dans les moments les plus sombres, quand il semble n'y avoir aucune issue, il y a toujours de l'espoir, si vous êtes prêt à le chercher. Les années suivantes apportèrent plus de changements et de croissance. Lucas épousa une institutrice du village voisin, une femme intelligente et bonne nommée Emma. Ils eurent 2 enfants, faisant de Manon une grand-mère. Léa épousa un charpentier honnête et travailleur nommé Nathan. Ils eurent aussi des enfants. Tom, après des années à explorer différentes possibilités, décida de devenir instituteur. Il découvrit qu'il avait une passion pour l'éducation des enfants, pour ouvrir les jeunes esprits aux possibilités du monde. Manon continua son travail de sage-femme et d'administratrice du fonds jusqu'à ses 50 ans. Puis, sentant le poids de l'âge et voulant passer plus de temps avec ses petits-enfants, elle décida de former une successeur. Elle choisit une jeune femme du village nommée Alice, qui avait elle-même traversé des difficultés et montrait la même combinaison de compassion et de sens pratique que Manon. La passation de responsabilité fut émouvante. Manon laissait quelque chose qui avait été une partie centrale de sa vie pendant plus de 15 ans, mais elle savait qu'il était temps et elle faisait confiance à Alice pour continuer le travail. En 1910, 20 ans après les événements de la grotte, la communauté organisa une célébration. C'était officiellement pour commémorer le 20e anniversaire du Mémorial de la Liberté, mais tout le monde savait que c'était en réalité pour honorer Manon. Elle essaya de refuser.
Je n'aime pas être le centre de l'attention. Mais le père Henri, maintenant un homme très âgé, insista, Manon, vous avez changé cette communauté, vous avez sauvé cette communauté. Laissez-nous vous honorer pour cela. La célébration eut lieu sur la place de l'église. Des centaines de personnes y assistèrent. Beaucoup étaient des gens que Manon avait aidés directement au fil des ans. D'autres étaient simplement des membres de la communauté qui respectaient ce qu'elle représentait. Il y eut des discours. Le père Henri parla de courage et de foi. Lucas parla de l'exemple de sa mère. Léa parla de la force face à l'adversité. Tom parla de compassion et de service. Quand ce fut au tour de Manon de parler, elle était réticente. Mais face à cette foule de visages familiers, elle trouva les mots. Quand je repense à cette femme désespérée qui est entrée dans la grotte des lamentations il y a 20 ans, j'ai parfois l'impression de regarder une personne différente. Cette femme n'avait pas d'espoir, pas d'avenir, rien d'autre que 3 enfants affamés et un cœur brisé. Aujourd'hui, j'ai plus que ce que cette femme aurait pu rêver. Pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai appris quelques vérités fondamentales. Manon fit une pause, regardant la foule. La première vérité est que personne ne fait rien seul. Tout ce que j'ai accompli, c'est parce que cette communauté m'a relevé quand j'étais tombé. Parce que le père Henri a cru en moi. Parce que Monique m'a enseigné un métier. Parce qu'Isabelle a éduqué mes enfants. Parce que chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, a contribué à notre parcours. La deuxième vérité est que nos pires expériences peuvent nous détruire ou nous transformer. Le choix nous appartient. J'aurais pu laisser ces jours dans la grotte me remplir d'amertume et de colère, mais j'ai choisi de les laisser m'enseigner la compassion. La troisième vérité est que faire ce qui est juste n'apporte pas toujours des récompenses immédiates, parfois, cela apporte plus de difficultés. Mais à long terme, l'intégrité en vaut toujours la peine. Et la quatrième vérité, la plus importante, est que chacun de nous a plus de force en lui qu'il ne l'imagine. Quand nous sommes forcés par les circonstances à trouver cette force, nous sommes surpris de ce que nous sommes capables de supporter et de surmonter. La foule était silencieuse, absorbant chaque mot. Manon continua. Cette communauté m'a sauvé quand j'en avais le plus besoin, et c'est pourquoi j'ai consacré ma vie à rendre l'appareil. Mais ne voyez pas cela comme quelque chose d'extraordinaire. Voyez-le comme quelque chose que chacun de vous peut faire. Prenez soin les uns des autres. Ne tournez pas le dos à ceux qui souffrent. Ne jugez pas sans connaître toute l'histoire. Et par-dessus tout, n'abandonnez jamais, ni vous-même, ni les autres. Car s'il y a une chose que ma vie prouve, c'est que peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours. La foule explosa en applaudissements. Manon sentit les larmes couler librement sur son visage. Ses enfants vinrent la serrer dans leurs bras. Ses petits-enfants s'agrippèrent à ses jambes. Et Manon sut que sa vie, malgré toute la douleur et la souffrance, avait un sens, un but, une valeur. Les dernières années de Manon furent tranquilles. Elle vécut pour voir ses petits-enfants grandir. Elle vécut pour voir Lucas devenir un avocat respecté dans toute la région. Elle vécut pour voir Léa agrandir son atelier et employer d'autres femmes. Elle vécut pour voir Tom devenir directeur de l'école du village. Elle vécut pour voir le fonds Jacques continuer de croître et d'aider plus de gens chaque année. Elle s'éteignit en 1920, à l'âge de 62 ans, entourée de sa famille. Ce fut un décès paisible, dans son sommeil, dans son propre lit, dans la maison simple mais confortable qui avait été son foyer pendant 30 ans. Ses funérailles furent parmi les plus grandes que le village ait jamais vues. Des gens vinrent de toute la région pour lui rendre un dernier hommage. Manon fut enterrée dans le petit cimetière du village, à côté de Stéphane. Sa pierre tombale était simple, mais portait une inscription significative choisie par ses enfants, Manon. Mère, sage-femme, défenseur des nécessiteux. Elle entra dans les ténèbres et apporta la lumière. L'histoire de Manon ne s'arrêta pas à sa mort. Elle devint partie du folklore de la région. Les grands-parents la racontaient à leurs petits-enfants, l'histoire de la femme courageuse qui s'était cachée dans la grotte hantée et avait trouvé non seulement un abri, mais la justice. Les enseignants utilisaient son histoire comme exemple de résilience et de courage. Le mémorial de la liberté continua d'être un lieu de pèlerinage, et l'histoire de Manon y devint inséparablement liée. Le fonds Jacques continua de fonctionner pendant des décennies après la mort de Manon, suivant toujours les principes qu'elle avait établis, aider avec dignité, juger avec compassion, servir avec humilité. Des générations d'administrateurs du fonds se tournèrent vers l'exemple de Manon comme guide.
Ses enfants honorèrent sa mémoire, non pas par des monuments ou des statues, mais par la façon dont ils vivaient leur vie. Lucas continua d'offrir des services juridiques à ceux qui ne pouvaient pas payer, défendant les faibles contre les puissants. Léa employa des dizaines de femmes au fil des ans, beaucoup d'entre elles veuves ou mères célibataires qui avaient besoin d'une chance. Tom éduqua des centaines d'enfants, leur rappelant toujours que leur origine ne déterminait pas leur destin. Les petits-enfants de Manon portèrent son histoire plus loin. Certains devinrent médecins, d'autres enseignants, d'autres continuèrent le travail de Lucas comme avocat de la défense. Mais tous portaient en eux les leçons que Manon avait enseignées, la force face à l'adversité, la compassion pour ceux qui souffrent, le courage de faire ce qui est juste, et la foi que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut être trouvée. Et ainsi, l'histoire de Manon, la veuve qui s'était cachée dans la grotte des Lamentations et avait trouvé bien plus que ce qu'elle espérait, devint une légende vivante. Pas une légende de héros impossibles accomplissant des exploits impossibles, mais une légende d'une personne ordinaire trouvant une force extraordinaire dans des moments extraordinaires. Une légende qui rappelait aux gens qu'en chacun de nous existe un pouvoir que nous ne découvrons souvent que lorsque nous sommes forcés de le chercher. Une légende qui enseignait que la communauté, la compassion et le courage peuvent surmonter même les adversités les plus terribles. La grotte des Lamentations ne fut plus jamais évitée. Elle devint un lieu d'espoir, un rappel physique que même des endroits les plus sombres, la lumière peut émerger. Et chaque fois que quelqu'un visitait cet endroit et entendait l'histoire de Manon, il en repartait un peu différent, un peu plus fort, un peu plus plein d'espoir, un peu plus conscient que, peu importe à quel point sa situation semble impossible, il y a toujours un chemin à suivre si l'on a le courage de le chercher. Et c'est peut-être la plus grande leçon que la vie de Manon nous enseigne. Que chacun de nous porte en lui plus de force qu'il ne l'imagine. Qu'aucune nuit, aussi sombre soit-elle, ne dure éternellement. Et que lorsque nous prenons soin les uns des autres, lorsque nous relevons ceux qui sont tombés au lieu de leur passer dessus, nous créons des communautés non seulement plus fortes, mais plus humaines. L'histoire de Manon nous rappelle que la dignité n'est pas quelque chose qui peut nous être enlevé par des circonstances extérieures. C'est quelque chose que nous cultivons en nous à travers nos choix, nos actions, notre traitement des autres. Elle a tout perdu, mari, maison, sécurité, mais elle n'a jamais perdu sa dignité. Et c'est cette dignité, ce refus de se voir comme moins qu'humaine même lorsque le monde essayait de la traiter ainsi, qui a fini non seulement par sauver sa famille, mais par transformer toute une communauté. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces événements dans la grotte, l'histoire continue d'être racontée, d'inspirer, de rappeler aux gens des vérités fondamentales sur le courage, la compassion et la force indomptable de l'esprit humain. Et bien que Manon ne soit depuis longtemps qu'un souvenir, son héritage vit en chaque personne qui refuse d'abandonner face à l'adversité, en chaque communauté qui choisit de prendre soin de ses membres vulnérables, en chaque individu qui a le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile.